Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Alors, j'aime beaucoup Québec Science et je vous encourage à lire régulièrement Québec Science. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une époque où il y a un regain d'intérêt pour l'ésotérisme, la religion, les superstitions, les théories de complot, la négation de la science et tout ça. Et c'est d'autant plus important de faire la promotion de la science, d'aider les gens à mieux comprendre la science. Et je le lis parce que moi, j'étais un cancre. Hein. Je coulais tous mes cours de chimie, je coulais tous mes cours de physique. Je comprends rien à science, mais il y a d'excellents journalistes qui nous expliquent clairement des enjeux scientifiques. Donc, je vous encourage à lire Québec Science. Et dans le dernier numéro, il y a un dossier super intéressant sur l'Alzheimer. C'est écrit par Raphaël Derome et Charles Prémont parce qu'il y a des avancées dans la recherche d'un médicament, soit pouvant guérir ou prévenir l'Alzheimer. On reçoit Raphaël Derome ici. Bonjour, Raphaël. Bonjour. Bonjour. Alors... 10% des gens de plus de 65 ans ont l'Alzheimer au Canada. Mm-hmm. On dit que d'ici 2030, je lis ça dans votre texte, en 2030, il va y avoir 1 million de personnes avec l'Alzheimer, d'autres problèmes neurologiques, des troubles neurocognitifs. Donc, d'où l'importance, justement, il y a comme une course là, aux médicaments. Là. Ben oui, parce qu'avec le vieillissement de la population, on va avoir de plus en plus de personnes qui sont affectées parce que c'est une maladie qu'on associe beaucoup au vieillissement. Oui. Par contre, les spécialistes m'ont dit pendant ma recherche, ce n'est pas causé par le vieillissement ou c'est pas normal. Il y a moyen d'avoir un cerveau qui vieillit en santé et donc l'Alzheimer, c'est pas un fait fatal. Là. On peut vieillir avec un cerveau en santé. Puis, il me semble, Raphaël, récemment dans les médias, on voyait beaucoup de cas, certains cas là, de jeunes qui ont l'Alzheimer de façon précoce. Ça existe, 40 ans, 50 ans. Exactement. C'est des formes particulières. C'est des cas qui sont qui frappent l'esprit. Et c'est ça, en fait, ce que la recherche montre, c'est que c'est une maladie qui est vraiment complexe. Depuis, je dirais, les années 90, on a une hypothèse dominante qui est celle de la protéine bêta-amyloïde. Parce que quand Monsieur Alzheimer, celui qui a donné son nom à la maladie... Non, il y avait un Monsieur Alzheimer. C'est un docteur allemand. Lui avait une patiente très jeune, 55 ans, qui avait des grands problèmes de mémoire et... après son décès, il a fait une autopsie et il a trouvé dans son cerveau des plaques on ne savait pas c'était quoi à l'époque, mais il a appelé ça des plaques séniles. C'est des espèces d'amoncellement ou c'est ça, vraiment, ça forme des plaques qu'on peut voir des plaques dans le cerveau. Exact. Ça. Et ça, on sait que c'est des accumulations de cette protéine-là, mais on ne sait pas exactement encore comment elles apparaissent dans le cerveau. Mais tous les médicaments qui sont en fait, une bonne partie vise à essayer de défaire ces plaques-là en se disant, peut-être que si on défait les plaques, on déferait l'Alzheimer. Donc, c'est un des nouveaux traitements qui a été approuvé l'an dernier aux États-Unis. C'est ça, c'est le lecanemab. Exact. C'est quoi ce lecanemab? Alors, c'est la fin du mot en MAB. Vous avez toutes sortes de nouveaux médicaments maintenant qui finissent en MAB. Ah ouais. C'est l'anglais pour monoclonal antibody. Donc, c'est un anticorps qui va aller s'attaquer, dans le fond, aux plaques amyloïdes dans le cerveau pour essayer de les détruire. Et on voit, il y en a eu plusieurs. Hein? C'est pas le premier qui est mis au point. Il y en a eu plusieurs par le passé. On voyait que ça réussissait à détruire les plaques, sauf que les personnes, leur état ne s'améliorait pas réellement. Celui-ci, on remarque que ça détruit les plaques. Modérément. Modérément. C'est ça, je disais, là, j'étais bien énervé en lisant votre texte. Là, je me suis dit, quand même, ça ralentit modérément le déclin cognitif chez les personnes. Exact. Et là, en fait, c'est de la science, donc on a des tests standardisés, on teste la mémoire des personnes, et là, on remarque qu'au bout de 6 mois, leur déclin est moins rapide. Au bout de 18 mois, leur déclin est moins rapide. Okay. Donc, si on les compare avec des gens qui n'ont pas pris le médicament, les personnes qui avaient l'Alzheimer, évidemment, la maladie progresse. Là, on dit, ce médicament-là ralentit
la progression de la maladie. C'est une bonne nouvelle. C'est déjà une bonne nouvelle. C'est un pas dans la bonne direction. Exact. Et c'est ce que m'ont dit les spécialistes. En fait, c'est pas un médicament parfait. C'est pas un médicament qui s'adresse à tout le monde non plus. C'est pour les personnes en début, donc Alzheimer léger, qui n'ont pas de contre-indication. Puis on sait qu'avec le vieillissement, on a souvent d'autres maladies, hypertension, diabète, stimulateur cardiaque, tout ça, qui peuvent amener des fois des contre-indications à prendre ce médicament-là. Puis c'est un médicament aussi qui est exigeant. Ce n'est pas une pilule à chaque matin, ce sont des injections aux 2 semaines. Donc, vous devez vous rendre à une clinique. Ah oui. Peut-être éventuellement, il y en aura-t-il dans les soins à domicile, mais pour le moment, les personnes doivent être dans une clinique. Donc, c'est ça. Pour se faire injecter. Injecter un peu comme une chimiothérapie. Donc, vous asseyez dans le fauteuil, 45 minutes à peu près, vous avez votre séance d'injection. Est-ce qu'il y a des effets secondaires à ça? Bon, les effets secondaires, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est un médicament qui est un peu exigeant là, pour le système de santé parce que il y a à peu près 20% des gens dans l'étude qui ont eu soit des micro-saignements au cerveau, des édèmes, là, donc une enflure dans le cerveau. On ne veut pas ça, donc on doit surveiller les gens très étroitement. Ils doivent passer des examens avant pour prouver qu'ils sont un bon candidat pour le médicament. Et ensuite, on doit les suivre très serrés, donc 4 IRM par année. Donc, on sait qu'avoir une IRM, c'est long. On a des délais pour avoir ces examens-là. Donc, c'est pour ça que les spécialistes du système de santé se disent c'est peut-être un médicament qui viendrait rajouter beaucoup d'examens, puis de tests, puis de requêtes pour les neurologues. Et je viens de me faire un IRM. Moi, là, j'avais besoin d'en faire un. Ça a pris 3 mois. Là, c'est ça. J'ai été chanceux. Là. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est pas encore un médicament parfait. Et bon, pour l'instant, il est examiné par Santé Canada. Le manufacturier, suite à l'approbation aux États-Unis, ensuite, c'est la procédure normale. Là, on fait ensuite la demande dans les autres pays. Chaque pays doit décider s'il l'approuve ou pas. OK, ça, là, il faut le dire, là, c'est pour des gens qui ont déjà un diagnostic d'Alzheimer. Oui. Ça n'aide pas à prévenir l'Alzheimer. C'est ça. Là. La prévention, ce que aussi tous les spécialistes m'ont dit, il y a beaucoup de choses à faire en prévention. Il y a eu beaucoup d'études et on a 12 facteurs qui sont prouvés que si on agit là-dessus, là, on va réduire les cas d'Alzheimer. C'est-à-dire, ce qui peut causer, pas causer, mais mettons, un facteur de risque. Oui. Le tabagisme, la dépression, l'isolement social. Oui, le cerveau, là, Richard, on est des animaux sociaux. On a besoin d'être avec des gens. Notre cerveau a besoin d'être stimulé. Puis, il y a une des spécialistes qui me disait, vous vous souvenez, pendant la pandémie, les aînés qui étaient isolés au CHSLD, qui n'avaient plus de visite, leur état s'est dégradé. Donc, c'est important d'avoir... Donc, il y a un lien. Oui, et ça, c'est intéressant parce qu'il y a aussi même les pertes auditives. On sait que si quelqu'un a des pertes auditives et qu'on lui met des prothèses auditives, exactement. Il y a les 2 mécanismes, en fait. On pense qu'en portant la prothèse auditive, on continue d'être stimulé par les sons qu'on entend autour de nous, mais aussi avec la surdité partielle, on a tendance à s'isoler. C'est plus difficile d'aller au restaurant. On n'entend pas bien les conversations, tout ça. Donc, le fait de faire porter des prothèses auditives aux personnes qui ont un risque, ça réduit leur risque. Et dans les 12 facteurs de risque, hypertension, sédentarité, pollution de l'air. Oui. En fait, l'Alzheimer, on a parlé des plaques tout à l'heure, mais de plus en plus, ce qu'on soupçonne, c'est qu'en fait, il y a plusieurs mécanismes qui seraient en jeu dans la maladie. Il n'y aurait pas juste une protéine qui causerait des dommages à nos neurones. Et donc, la pollution de l'air, on sait que ça a des effets sur notre santé cardiovasculaire. On a des statistiques là, sur le nombre de décès causés chaque année par la pollution de l'air. Et donc, ça viendrait, si on a un cerveau, si on a des problèmes cardiovasculaires, donc même chose avec l'hypertension, tabagisme et tout ça. Notre cerveau, il a besoin de sang pour fonctionner. Il a besoin d'être bien irrigué, bien oxygéné. Donc, tout ce qui va favoriser la santé cardiovasculaire, donc l'exercice, soigner son hypertension, etc., va venir aider à réduire le risque d'Alzheimer également. Il y a consommation élevée d'alcool. Oui, élevé, c'est ça. On parle de plus de 21 consommations par semaine. Donc, une consommation par jour, en modéré. À partir de 3 consommations par jour, sur 7 jours, c'est 21. Ouais, c'est beaucoup. Donc là, on a remarqué un lien aussi. Obésité, parce qu'il y a justement facteur cardiovasculaire,
différents facteurs métaboliques aussi dans la maladie. Donc, ça fait partie des facteurs qu'on peut... ça, c'est pas être sur lesquels on peut travailler. C'est pas être grossophobe de dire que l'obésité amène quand même certains problèmes de santé. C'est un fait scientifique aussi. Je le dis, il faut pas juger non plus les gens selon, bien sûr... selon le fait qu'ils ont une bédaine comme moi. Mais je vous dirais, c'est pas le... Ben, je vous laisserai gérer votre santé avec votre médecin. Mais l'obésité n'était pas le plus important là, dans ces 12 facteurs. Et le diabète, bien sûr. Donc, exact. 12 facteurs qu'on peut contrôler. Moi, j'avais entendu, je ne sais pas si c'est vrai, mais que Montréal... le Québec est une plaque tournante pour la recherche contre l'Alzheimer. On a beaucoup de recherches qui se fait ici et les chercheurs sont bien organisés en réseau. Ils se connaissent à la fois dans le domaine, je dirais, tu sais, moi j'ai parlé avec des chercheurs qui font vraiment plus de la biochimie de neurones dans le cerveau, d'autres qui sont plus dans les programmes. Est-ce qu'on pourrait faire des programmes d'entraînement cognitif? Et ça fonctionne. On en a un qui a été fait à l'Institut de gériatrie de Montréal. Donc, on donne carrément des cours. Comment ne pas oublier sa liste d'épicerie? Comment se rappeler du nom d'une nouvelle personne qu'on vient de rencontrer? Et en fait, ça marche, ce programme-là. Et les gens améliorent leur mémoire. Ça se maintient dans le temps. Ben, c'est comme un muscle. Hein? Ben, tout à fait. Mais mettons, je sais pas, est-ce que les gens qui font des sudoku là, de temps en temps, oui, sur Internet, des fois, il y a des jeux aussi là, pour la mémoire, pour essayer la logique et tout ça. On dit que c'est bon, ça. Ben, c'est bon, sauf que, règle générale, ces jeux-là, vous allez devenir meilleur dans les sudoku, vous allez devenir meilleur dans les mots croisés, mais vous n'allez pas nécessairement devenir meilleur pour vous rappeler de votre liste d'épicerie ou de ce que vous avez fait la semaine dernière quand vous avez allé jouer au golf avec votre ami Jacques. Donc, c'est d'où l'idée des programmes d'entraînement cognitif qui vont être peut-être plus structurés, qui vont vous montrer des techniques qui peuvent servir dans divers domaines et non pas juste de réussir votre sudoku. Je rigole souvent avec mon chum Benoît Dutrisac parce que quand on se parle de plus en plus à notre âge, des fois, ça nous arrive souvent, tu sais, le gars, là, tu sais, dans le film, là. Oui, je l'ai vu, ce film-là, avec le gars. Je l'ai vu, oui. Mais ça nous arrive plus souvent qu'avant. Tout à fait. Et c'est vraiment frustrant, là. Absolument. C'est normal, ça. Il y a une certaine... ça peut faire partie du vieillissement, d'être moins rapide sur ce genre de choses. Mais quand il y a des oublis plus marqués, oui. Puis en fait, je vous dirais, si vous avez une inquiétude, parlez à un professionnel de la santé parce qu'il y a des façons assez simples de vérifier si tout est normal, puis c'est juste une petite distraction ou si peut-être qu'on devrait examiner un petit peu plus la question. Raphaël, je vous écoute parler là, sur toutes les recherches que ça prend. Puis là, on est au début, là, on dit que c'est en train de ralentir modérément, puis ils vont faire d'autres recherches. Puis imaginez, là, à la maison, ça prend des années, puis la méthode scientifique, tout ça. Puis là, ils vont arriver à la fin, là, peut-être avec un médicament. Puis là, il y a des gens qui vont dire « Moi, je ne prends pas, ce médicament-là. Je ne crois pas à ce médicament-là. » Ça se peut pas. C'est vraiment... C'est déprimant, ça. Ben, écoutez, chaque personne est tu sais, je pense qu'on le voit dans tout autour de nous, puis on le voit dans la société. Tu sais, la santé, c'est quelque chose de personnel. Oui. Puis il y a des gens qui vont préférer agir d'une telle façon pour leur santé et d'autres d'une autre façon. Cela dit, on ne guérit pas le cancer avec du thé. Là, non, effectivement. À un moment donné, vous êtes, Raphaël, en plus d'être journaliste scientifique excellente à Québec Science, animatrice du balado Le Guide de survie des débrouillards. Oui. C'est quoi ce balado-là? Alors, c'est un balado qui est disponible sur l'application Radio-Canada Audio qu'on a créé, mon Dieu, il y a déjà 4 ans. On a plus d'une vingtaine d'épisodes. C'est des épisodes d'une vingtaine de minutes pour les jeunes. Je vous dirais, nous, on l'a conçu pour les 8 à 12 ans. OK. Faire aimer la science aux jeunes. Oui, en fait, notre objectif, c'est en fait, on appelle ça le guide de survie. Donc, on prend toujours une situation, par exemple, survivre à son petit frère ou sa petite sœur, survivre à sa chambre en désordre, survivre à la peur. Et donc, on regarde des situations quotidiennes de la vie des jeunes, mais avec l'angle de la science. Donc, et pour les aider à mieux se comprendre,
mieux savoir ce que montre la science, ce que font les scientifiques. On parle à des experts. On a beaucoup de plaisir. Je parle souvent de Carl Sagan. Carl Sagan, le grand vulgarisateur scientifique, à la fin de sa vie, lorsqu'il savait qu'il allait mourir, il avait un cancer, il a écrit un livre en disant « J'ai l'impression qu'on s'en va vers un nouveau Moyen-Âge, vers un ère de l'obscurité. » Il voyait monter toutes sortes de théories d'ésotéristes, et ça l'inquiétait beaucoup. Et ça, c'était, mon Dieu, il y a 30 ans qui a écrit ça, Carl Sagan. Aujourd'hui, il se retournerait dans sa tombe, mais heureusement, il y a des gens comme vous, Raphaël de Rome, et il y a Québec Science aussi qui luttent contre ce nouvel obscurantisme. Merci beaucoup. Donc, à lire le dossier fascinant de Raphaël de Rome dans Québec Science. Avec plaisir. Puis je suis contente de savoir que même quelqu'un qui se considère un cancre, qui disait qu'il coulait ses cours, est content de lire notre magazine parce que c'est pas pour les scientifiques, en fait, c'est pour tout le monde. J'aime ça quand je lis quelque chose puis je me sens moins niaiseux. C'est l'objectif. C'est toujours l'objectif. Merci, Raphaël. Bonne journée. Bonne journée.